Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver, c'est Late et Smart, voilà, comme chaque soir, du lundi au vendredi, on va tenter d'analyser, de mieux comprendre l'actualité économique du moment. Ce soir, nous parlerons, nous débattrons, nous échangerons autour de deux thèmes. D'abord, premier thème dans la première partie de l'émission, question un peu provocante comme ça, un pétrolier a-t-il encore le droit de chercher du pétrole ? On va se poser la question à l'occasion, dans la perspective, c'est cette semaine l'Assemblée Générale du groupe Total, avec en amont des débats sur la résolution présentée par le pétrolier sur son plan d'action climatique qui est jugé par certains insuffisamment ambitieuse. C'est la première fois que Total présente comme ça son plan climatique à ses actionnaire. Pas obligé d'ailleurs, pas encore, mais c'était justement une première démarche. Il y a ceux qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien, d'autres qui disent que ça pourrait être, avoir un effet mourang, apparaître une bonne chose et finalement ne pas l'être. Il y a ceux qui considèrent, je le disais, que Total n'est pas assez ambitieux, et notamment l'un de mes invités. Bref, ce sera l'occasion de poser la question de la capacité, la rapidité, l'efficacité pour les groupes de l'ancien monde qui sont nécessairement, de par leur métier historique, des pollueurs, en tout cas des émetteurs directs ou indirects de CO2, de s'amender, de corriger tout ça en essayant de conserver une direction à leur entreprise et des effectifs, des résultats, bref, que l'entreprise continue à progresser. Vaste sujet, passionnant, vous verrez. Puis dans la deuxième partie de l'émission, on restera sur des sujets un peu financiers, encore plus marché financier, cela dit, on parlera de la vente à découvert. Est-ce que c'est quelque chose de sain ? L'actualité, c'est l'affaire Solutions 30. Solutions 30, c'est une entreprise cotée à la Bourse de Paris, qui inscrite au SBF 120, d'ailleurs une des valeurs moyennes significatives, qui s'est effondrée hier. La bourse est poursuivie aujourd'hui parce qu'elle a des difficultés à présenter ses comptes et c'est un feuilleton parce que depuis des mois, certains fonds activistes dénoncent de supposées malversations comptables. Bref, du coup, je poserai la question des ventes à découvert. Voilà, ces investisseurs qui n'ont pas les actions mais les empruntent pour les vendre, la capacité, en tout cas avec l'objectif de les racheter plus tard et moins cher. Voilà, c'est vaste sujet, on va en parler avec, à mes côtés, Émeric Préaubert. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, cofondateur de Sycomore Asset Management, donc vous êtes dans la gestion d'actifs. Merci d'être avec nous. Gilles Fontaine, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Rédacteur en chef au magazine économique Challenge. Merci d'être à nos côtés également. Avant ces deux sujets, petite question apéritif, on va parler des relations entre Emmanuel Macron et YouTube. Vous avez peut-être vu ce week-end ces images sur YouTube, elles ont été reprises un petit peu partout, ce concours d'anecdotes, de toute façon une interview un petit peu originale entre chef de l'État, c'était à l'Élysée, donc Emmanuel Macron, et puis ce duo de YouTubeurs, d'influenceurs, McFly et Carlito, ça a beaucoup fait parler ces derniers jours, ces dernières heures, plus de 10 millions de vidéos vues sur la vidéo principale, et puis après effectivement toutes les autres vues diverses et variés, extraits et autres. Alors ça a donné des commentaires, il a raison, il ne devrait pas, il abaisse la fonction, il a raison de parler aux jeunes. Deux exemples, la chroniqueuse du Monde, Solène Doroyer, qui nous dit, il a un joli coup marketing, il a espéré comme ça renouer avec des jeunes tentés par les extrêmes ou l'abstention. Donc voilà, ce serait un moyen de parler à ces jeunes tentés par les extrêmes et l'abstention selon Solène Doroyer. Notre consoeur, Julia Molcou, RTL, moi j'ai bien ri, je trouve Emmanuel Macron drôle et spontané face à McFly et Carlito, toujours aussi sympathique. N'allez même parler de Gaulle ou je ne sais qui, là on est plutôt chez Obama, qui lorsqu'il chantait ou dansait était adoré. Non, pour l'interrogation, le journaliste il pense quoi Gilles Fontaine, il a raison, le chef de l'État, d'aller comme ça, où il faut vivre avec son temps, il faut être moderne, il faut s'adresser à tous les publics, et donc également au public des youtubeurs. Moi, d'abord, j'aimerais bien qu'ils viennent aussi dans les pages de Challenge. Qu'il n'oublie pas les médias installés.
Je pense que d'une part, tous les présidents, je pense, ont fait ça en France et puis on. Par définition, pas sur YouTube, mais ça n'existait pas, mais ils ont essayé de faire jeune, quoi. Vous voulez dire. Aller sur faire quelque chose d'un peu imprévu ou là où on vous attend pas. Bon, il faut dire que ce coup-là, on l'attendait déjà depuis plusieurs mois, puisqu'ils avaient quand même fait un peu monter la mayonnaise. Et je pense que oui, c'est d'abord avant tout un coup de communication. Est-ce que ça s'adresse effectivement à la cible de futurs électeurs tentés par les extrêmes ou l'abstention, comme nous dit Solène de Royer-Dumont? Mais je pense que ça vise aussi, je pense qu'un homme politique essaie de donner de lui une image d'homme moderne, qui comprend les phénomènes, qui comprend des phénomènes sociaux, mais qui comprend aussi les nouveaux modes de communication. Et c'est cette image-là qu'il essaye de donner. Mitterrand fait la même chose. Donc vous dites, voilà, c'est le jeu, quoi. Voilà, Voilà, et c'est vrai que que quelque part, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, c'est plutôt amusant, c'est décalé, et je n'ai pas l'impression qu'il dévalorise la fonction. Au contraire, si le fait pour un président de la République d'aller, d'essayer de se rapprocher, en tout cas de ses électeurs possibles, potentiels, ou ne serait-ce que de faire passer des messages, ou de communiquer, c'est son job. On reproche suffisamment aussi aux hommes politiques de déconnecter, de rester dans leur tour d'ivoire. Là, on est sur le média mainstream par excellence. Je doute un petit peu du chiffre, parce qu'on parle de 10 millions, mais il me semblait qu'ils avaient fixé la barre un peu plus haut au départ, et puis finalement... Non, c'est peut-être plus, je me suis peut-être trompé. Mais en tout cas, il a obtenu ce qu'il voulait, quoi. Beaucoup de buzz. Là, il a fait parler, oui, ça c'est... Et puis, je pense qu'il faut s'attendre à des nouveaux coups d'ici l'élection présidentielle, si les communicants font bien leur boulot. Aymeric, comment vous jugez cet exercice présidentiel d'un nouveau genre, mais encore une fois, il y en a eu... Déjà, j'ai trouvé que Emmanuel Macron était plutôt à l'aise, sympathique, et qu'il a en aucun cas dévalorisé la fonction. Il est resté dans son rôle de président, mais c'était plutôt sympa à regarder. Ensuite, il me paraît tout à fait normal que le président de la République s'adresse à tout le monde, y compris à une cible qui peut-être ou sûrement est assez peu politisée, qui s'abstient, qui peut être effectivement tentée par les extrêmes. Et en tout cas, si le président de la République s'exprime uniquement dans le Figaro, le Monde diplomatique et le journal de 20 heures, ce qu'il fait, très bien, mais il ne va pas toucher tout le monde. Donc ça me paraît assez normal. Comme le rappelait Gilles, tous les présidents l'ont fait en leur époque. On se souvient que quand Mitterrand avait échangé avec Balavoine, ça avait à l'époque, donc ça fait plus de 40 ans, ça avait choqué en disant mais il dévalorise la fonction, pourquoi il parle à un saltimbanque, ce qui est d'ailleurs très méprisant pour la profession de chanteur. Chirac l'avait fait avec Madonna, si je me souviens bien. Donc les présidents, bien sûr, il y a le côté, je dirais, normal de s'adresser à tous les Français, et puis c'est de la com'. Évidemment. Alors, est-ce que les jeunes sont dupes? Je pense pas. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tout le monde sait bien que c'est de la com. Et qu'il fait de la com. Maintenant, je trouve que s'il a fait l'exercice de manière plutôt agréable et sympa, et moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'il ait fait ça. Voilà, il a montré que c'était pas totalement emprunté. Puis, il a consacré 36 minutes en 4 ans de présidence. On peut dire que ça l'a empêché de travailler sur d'autres sujets un peu plus sérieux, quoi. Oui, donc voilà, ça n'empêche pas de faire le reste. C'est-à-dire que c'est en plus, quoi. Voilà, c'est cadeau bonus du chef de l'État au plus jeune. En plus, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui les médias classiques, et nous en sommes. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté de tout le monde d'essayer d'aller toucher des cibles. Ils ne sont pas touchés par les médias traditionnels, vous voulez dire. C'est peut-être pas qu'une question d'âge aussi. C'est parfois, alors on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques aussi sont partis, se ruent sur Twitch. Vous savez, c'est ce nouveau réseau social qui fait partie c'est une des plateformes d'Amazon, qui est au départ une plateforme de gamers, donc de passionnés de jeux vidéo, et qui petit à petit se transforme en agora digitale. Et alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, ça marche plus ou moins bien. On a vu que François Hollande y est allé, et puis quelques autres. Jean Castex la semaine suivante chez Samuel Etienne, voilà. Qui a une émission sur Twitch. Qui fait une émission ça me paraît plutôt même... peut-être presque rassurant que les hommes politiques s'emparent aussi de ces médias-là et continuent à communiquer au-delà, encore une fois, des modes classiques qu'on peut observer, la presse écrite, le journal de 20 heures, etc. Il faut les deux, il faut se mettre au goût du jour. Allez, tout de suite, on va plus sérieusement, enfin non, c'était sérieux aussi, c'est le chef de l'État, parler du Say on Climate.
Le Say on Climate, donc en bon français, c'est la possibilité pour les actionnaires de se prononcer. Il y a le Say on Pay, se prononcer sur les salaires des dirigeants. Maintenant, il y a le Say on Climate, se prononcer sur la politique climatique des grandes entreprises. Ce premier débat, je l'ai appelé: un pétrolier peut-il encore chercher du pétrole? A-t-il encore le droit de chercher du pétrole? Pourquoi? Dans la perspective de l'Assemblée générale de Total, en cette fin de semaine, il y a effectivement un débat autour de précisément la résolution climatique de Total, sa stratégie climatique présentée aux actionnaires et qui fait en amont réagir les investisseurs. Total qui parallèlement aussi fera valider par ses actionnaires son changement de nom. On en a pas aussi parlé la semaine dernière. Total change de nom pour convaincre sur ses actions pour le climat. Total qui va donc s'appeler Total Énergie, en un seul mot collé, précisément pour montrer qu'il n'y a plus que, en tout cas il ne devrait plus y avoir que du pétrole dans Total, et de façon à symboliser des investissements dans les énergies renouvelables, énergies propres, et les intentions du groupe d'agir en faveur du climat. Et autour de précisément de ce Say on Climate, encore une fois en bon français, les Échos nous disent que les investisseurs, certains en tout cas, redoutent que cela ne puisse se retourner contre eux, que du coup, une hypothèse que les entreprises, dit le journal, fassent adopter des stratégies qui pourraient être moins ambitieuses que celles qu'ils auraient souhaitées, eux, les investisseurs, on va y venir, et que si du coup elles sont validées, ils ne puissent plus les critiquer. Bref, c'est nouveau, donc précisément il y a des débats, et c'est bien, on est là pour ça. Émeric Sycomore Asset Management fait partie des investisseurs qui se sont prononcés en amont pour faire en sorte que Total en fasse plus, c'est-à-dire considérer que la stratégie présentée, on imagine que c'est une base, mais quand même soit plus ambitieuse, déjà sur le principe du Say on Climate, de présenter une résolution comme ça, ça va plutôt dans le bon sens du point de vue de Total. Ah, ça va tout à fait dans le bon sens, et on est très heureux que Total ait fait ce choix. C'est pas le seul, mais Total est vraiment en avance sur ce thème-là. Alors effectivement, nous sommes positionnés en amont en votant contre, mais ce vote nécessite pas mal d'explications. Ça a été une longue réflexion de notre côté. Parce que, et là, alors je vais essayer de ne pas être trop long, non, c'est vraiment des sujets assez complexes. Ouais. Je pense déjà que ce qui est ESG, ISR est en train d'évoluer. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Sycomore. On le fait depuis 20 ans. Et pendant très longtemps, ISR, c'était le pétrole, c'est sale, les cimenteries, j'y touche pas. Et les marchands d'armes, n'en parlons pas. Alors, les marchands d'armes, oui, là, c'est peut-être un peu plus simple pour le coup. De trancher, oui. Mais il n'y a pas tellement de côté chez nous aux États-Unis. Pour être crédible, et c'est ce qu'on veut faire, il faut être constructif. On ne peut pas se priver de pétrole en 2 ans, ou en 5 ans, ou même en 10 ans. Ouais. Il faut être réaliste. Faire de l'ESG, c'est pas dire on s'éclaire à la bougie, c'est la décroissance, c'est juste pas possible. Alors, ce qui veut dire que je pense faire de l'ESG réellement responsable, c'est être constructif et accompagner les entreprises qui vont faire le changement. Si on se contente d'investir, ce qui est formidable, chez Givaudan, L'Oréal et quelques entreprises, entre guillemets, irréprochables... C'est pour qui il n'y a pas de sujet d'émission de CO2. Exactement. Pour que les choses évoluent, il faut dialoguer et engager une démarche constructive avec les fabricants d'énergie, les pétroliers, avec l'industrie lourde et avec les utilities, c'est-à-dire les Engie, EDF, etc. Alors EDF, c'est pas le sujet du climat, mais en gros les producteurs d'électricité. Donc avec Total, on a eu énormément d'échanges, et ça remonte à plusieurs années. Ouais, d'accord. Et alors le vote, ça peut sembler peut-être un petit peu alambiqué, mais je voudrais surtout pas que Sycomore ressemble à Greenpeace. J'ai rien contre Greenpeace, mais genre on est dogmatique, le pétrole on n'y touche pas. C'est pas ça. Au fil de nos discussions, on a compris un certain nombre de choses. C'est que Total nous a dit, on fait cette résolution Say on Climate, mais on ne le fera pas forcément tous les ans. Et nous, on a dit c'est dommage, parce que c'est un sujet essentiel et on veut des points d'étape. On veut d'ailleurs, l'objectif 2050, c'est très bien, mais 2050, M. Pouyanné ne sera plus là. Ouais. Ça n'engage pas à grand-chose. Donc on veut des étapes intermédiaires. Oui, c'est un peu loin. Ce qu'a fait Total, mais on veut un peu plus de précision. 2025, on ne demande pas 0 en 2030, c'est pas possible, mais des choses un peu plus précises. Et surtout, on a compris, alors j'espère qu'on a bien compris en engageant le dialogue avec Total, qu'en général, quand on veut être constructif, on vote pour. Ouais. Et là, on a voté contre, parce qu'on a compris que si on votait contre, on pourrait peut-être faire changer un petit peu plus les choses en continuant le dialogue. Donc on a été très clair avec Total, c'est pas que j'ai peur de voter contre, on peut voter contre si on n'est pas d'accord, mais je dirais que fondamentalement, on salue la stratégie qui est menée par Total et qui est tout sauf de l'affichage, parce que quand on voit les investissements
d'investissement, et là on parle en milliards dans les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, il y a une vraie stratégie, une vraie volonté, développement du gaz. Et pour arriver au zéro, je ne sais pas si on y arrivera en 2050, c'est très ambitieux, mais au moins il faut vraiment faire des efforts maintenant. Il faut évidemment déployer toutes ces énergies, avoir le complément du nucléaire. On ne peut pas arrêter de forer demain matin. Donc c'est pour ça que, désolé, je suis un petit peu long. C'est un non constructif. C'est un non constructif parce que c'est très important d'accompagner ces entreprises. Et peut-être un dernier mot pour montrer qu'il y a une différence entre Total et d'autres majors. Ça a été passé, je dirais, ça a été assez discret. Peu de gens en ont parlé, mais l'an dernier, Patrick Pouyanné a décidé de se retirer de l'American Oil Institute, qui regroupe les majors pétroliers. C'est quelque chose de majeur, parce que effectivement, il y a une différence totale de stratégie entre certains majors américains qui peuvent dire on est pour le climat, etc., mais qui ne changent rien à leur stratégie, et un Total qui dit ça prendra du temps, mais on commence maintenant. Donc il y a vraiment des éléments tangibles, c'est pas simplement de l'affichage pour faire chic, et donc ça, on le salue, et on veut continuer le dialogue avec Total. D'accord. Gilles Fontaine, sur l'idée que les investisseurs, les actionnaires soient à la manœuvre, entre guillemets, c'est-à-dire que non seulement ils ont leur mot à dire, mais même un peu plus, puisque voilà, ils peuvent voter contre sur la stratégie climatique, la transition énergétique des entreprises, a fortiori celle dont le métier jusqu'ici est particulièrement concerné, puisque un pétrolier, il était jusqu'ici censé s'occuper de pétrole. Alors, moi, je suis pas l'expert qu'est Émeric sur ces questions-là, mais je suis journaliste, donc je me pose surtout beaucoup de questions. D'abord, on ne va pas empêcher, je pense, des compagnies comme Total ou Shell d'explorer, de chercher des nouveaux. D'abord, je pense que la plupart des gisements sont aujourd'hui à peu près connus. Oh, ça, on ne sait jamais, c'est ce qu'on dit depuis 50 ans, et régulièrement. C'est existant, on peut aller plus loin et en retirer plus. C'est surtout que moi, je pense qu'il y a. Alors, c'est vrai que la situation est un peu complexe parce que finalement, on retire au conseil d'administration, quand même, aux administrateurs, une grosse partie de leur pouvoir. C'est normalement ces choses-là. Oui, en tout cas, ils ont une contrainte. Voilà. Voilà. Et il y a cette grosse contrainte. Et qu'est-ce qu'il y a la question que posent nos amis des Échos est assez intéressante. Est-ce que finalement, c'est pas pour les investisseurs, les actionnaires, est-ce que c'est pas contre-productif? Parce que on le voit dans certains groupes, je crois que c'était Shell, où on leur a reproché justement d'être finalement avec ce pay on climate, de say on climate, pardon, d'être finalement moins ambitieux qu'ils auraient pu l'être sans ces résolutions. Et pourtant, ça a été voté à 91%. Et pourtant, oui. Shell, mais résolution. Mais c'est vrai je pense que c'est ça la crainte aujourd'hui de certains investisseurs. En tout cas, c'était le contenu du papier des Échos. Je pense qu'en tout cas, ce qui est en train de se mettre en place, ça permet de briser une espèce on était quand même dans la stratégie très opportuniste des pétroliers pendant des décennies, où la plupart, on se souvient, ça c'est terminé, mais les groupes pétroliers avaient aussi leur branche chimie. Quand le cours du pétrole allait moins bien, on basculait sur la chimie, parce que du coup la chimie se portait mieux, etc. Ça c'est un peu terminé. Après il y a eu, en fonction alors on sait peut-être pas encore où se trouvent tous les gisements de pétrole, mais on sait qu'il y en a qu'on peut exploiter qu'à partir de $70 ou $80 ou $100. Et ça, on va peut-être arrêter ça, parce que quand on commence à aller chercher des trucs à $100 le baril, on sait que c'est les trucs les plus polluants de la planète. C'est notamment tout le pétrole nord-américain, tous les pétroles de schiste. Et moi, il y a une autre chose après, mais moi, c'est une question où je me dis, est-ce qu'on va dans la bonne direction globalement? C'est sur le nouveau mix énergétique. Avec quoi on fabrique toute cette électricité, quoi. Parce que si on est à la voiture électrique, on se rend compte qu'il y a il y a aussi certains analystes qui commencent à envoyer des grands signaux d'alerte sur Tesla en disant attention, ces gens-là gagnent essentiellement de l'argent avec la revente de droits à polluer. Et on sait qu'il y a d'autres entreprises, Blablacar, c'est un petit peu qui est très très maquillé avec Total, c'est un petit peu la même chose. Donc on est peut-être aussi, alors peut-être que je fais une on n'est pas charnière, il n'y a aucun doute. Mais on est peut-être aussi en train de créer une espèce de bulle autour de ces thèmes-là. Mais je laisse sur les droits à polluer. Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Il y a un élément qui me paraît, au-delà de la résolution de Total. La semaine dernière, on a appris une nouvelle absolument incroyable,
qui est le rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui a dit, alors je l'ai relu 3 fois, c'est une blague, quoi, disant il faut arrêter dès maintenant, c'est-à-dire pas en 2030 ou 40, les nouvelles explorations pétrolières. Alors j'ai relu le rapport plusieurs reprises en me disant parce que c'est complètement opposé à la doctrine de l'AIE. La doctrine de l'AIE, pour faire simple, c'est pas plus de 1,65 degrés de hausse d'ici 2100 et 0 émission en 2070. Ça, c'est un petit peu le scénario de travail de l'AIE. Ce rapport, c'est pas 1,65 degrés, c'est 1,5, alors on peut dire c'est pas énorme, mais le net zéro, c'est pas 2070, c'est 2050. Et en lisant ça, je me suis un petit peu renseigné. En réalité, c'est pas le scénario privilégié par l'AIE, parce que l'AIE ne peut pas dire on arrête de forer, d'explorer demain, c'est pas possible. C'est un scénario qui a été commandé par le gouvernement britannique pour préparer la COP26, qui se tient cette année en Angleterre. Donc il faut un petit peu faire la part des choses. Alors c'est bien qu'il y ait... Et surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà de ce scénario, qui effectivement serait, je dirais, merveilleux si on arrivait à faire ça, tout le monde est pour, l'AIE, parallèlement, a publié ses prévisions, c'est-à-dire ce qu'elle anticipe de ce qui devrait se passer et qui ne correspond absolument pas. Il y a ce qu'elle souhaite et ce qu'elle estime est probable. Ce qu'elle estime, là aussi, c'est très simple. Avant le Covid, en 2019, le monde consommait 100 millions de barils jour. L'an dernier, ça a été 94 avec l'arrêt des économies, donc une baisse de 6% qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. On va retrouver les 100 millions très vite, je ne sais pas si ce sera cette année ou l'an prochain, mais pour 2025, donc c'est dans pas longtemps, l'AIE anticipe 106 millions de barils jour. Dire, on reprend la pente de croissance, c'est un plus haut historique, on était à 85 millions de barils il y a une quinzaine d'années, et donc l'AIE dit en même temps, il faut trouver de nouveaux gisements. Donc voilà, c'est juste pour expliquer. Et si on se met du point de vue... Il y a ce qu'on souhaite, il y a le rêve, et puis il y a la réalité économique, et enfin... En Europe, on est plutôt, et heureusement, en avance sur ces thèmes et on est très, très concernés, on essaye de les faire avancer. En Asie, il y a eu des levées de boucliers disant c'est pas sérieux, notamment le gouvernement japonais, les Indiens disant on peut pas, et donc ça c'est très polémique. Mais en même temps c'est bien de jeter un pavé dans la mare et de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais attention c'est pas ce que l'AIE anticipe de plus crédible pour les prochaines années. D'accord, l'AIE ils sont censés s'occuper de l'énergie au sens large, en théorie, donc ils sont censés pas, voilà. Total, c'est un pétrolier. Sachant que le pétrole et le gaz c'est quand même une grosse partie du mix. Très large partie. Est-ce que encore une fois il faut aller jusqu'à dire à Total, dont le métier, jusqu'ici, était quand même largement d'exploiter du pétrole et de le raffiner, d'arrêter de chercher complètement de nouveaux gisements. Est-ce que, compte tenu du fait que c'est leur activité aujourd'hui, par rapport au fait que nous disons on est sérieux, on n'imagine pas que ça va s'arrêter demain, ni après-demain, ni même après-demain, mais il faut quand même s'engager. Est-ce que c'est gérable pour une entreprise totale qui resterait profitable, successful, tout ce qu'on veut, d'arrêter dès aujourd'hui l'exploration et les nouveaux forages? Je pense qu'il faut être sérieux, ça c'est pas moi qui le dis ou Sycomore, c'est les milliers de personnes qui travaillent chez Total, aux autres pétroliers, à très court terme, non. À très court terme, s'il y a une rupture d'approvisionnement, ça créera des problèmes sociaux, des problèmes économiques bien plus graves. Non, mais on peut se contenter des gisements qui existent, c'est ce que je veux dire. Alors, les gisements qui existent, c'est vrai qu'il y a un facteur, c'est que dans les gisements existants, ça fait 40 ans qu'on dit qu'il n'y aura plus de pétrole, ça arrivera un jour, mais je pense qu'on n'y est pas encore, c'est que les techniques permettent de capter une plus grande part. Il y a 20 ans, on ne captait que 30% des réserves. Et si on augmente d'1 ou 2%, ça représente 3 ans de consommation mondiale. Donc il y a ça qui permet de... Mais ce qui me paraît le plus important pour des pétroliers comme Total et tous les majors, c'est de dire on va continuer d'explorer, on va éviter effectivement les productions les plus mauvaises pour l'environnement, les plus coûteuses. Les gaz, les schistes bitumineux en Alaska, ça coûte, je dirais, chaque baril extrait coûte, je vais peut-être exagérer, mais un demi-baril en énergie ou un quart de baril en énergie. Après, ça a permis aux États-Unis de devenir le premier producteur mondial de pétrole, en même pas en 10 ans. C'est pas une fin en soi. Franchement, c'est pas une fin en soi, mais du coup, ils sont devenus autonomes en pétrole, en énergie, ce qui est quand même. Et ce qui est pour eux, c'est bien, pour la planète. Oui, parce que soit. Et c'est pas terrible. Ils sont même exportateurs quasiment. Mais le plus important, je pense, c'est d'avoir cette réflexion à long terme construite et réfléchie, de se dire on va continuer à explorer, mais
mais il faut consacrer une part de plus en plus importante aux énergies alternatives. Et ça, c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller vers un mix, là je parle à 30-40 ans, même le charbon. Une centrale à charbon qui a été ouverte il y a 5 ans, on ne peut pas dire à son propriétaire, on la ferme. C'est pas possible, on aimerait bien. Et ça a une durée de vie de 30 à 40 ans, donc il faut arrêter le charbon. On pourrait l'indemniser, j'en sais rien. Enfin, déjà, il y a 5 ans, il n'aurait peut-être pas dû l'ouvrir. Mais ce qu'il faut, c'est préparer ce mix, et on parle plutôt de 30 à 40 ans, c'est la durée de vie d'un forage, d'une centrale à charbon, et avec un mix éolien, il y a des gros progrès quand même dans l'éolien offshore, le solaire, et puis un jour, je pense qu'il faut... un jour, pour faire le lien, on a besoin, je ne dis pas ça parce que je suis français, mais c'est du bon sens, on a besoin du nucléaire. Parce que si on veut, il faut savoir ce qu'on veut. En tout cas, si on veut limiter les émissions, il n'y a pas 20 000 solutions. Donc un mix qui sera, j'espère, dans 30-40 ans, majoritairement renouvelable, avec du nucléaire pour les pics de consommation, pour la nuit, pour qu'on ne peut pas se couper, il n'y a pas de vent, etc. Est-ce que c'est l'Assemblée générale, c'est des entreprises, des grandes entreprises, enfin celle-ci, c'est le bon lieu, selon vous, pour avoir ce type de débat? Effectivement, c'est plus entre un politique et une ONG, mais vous en citiez une tout à l'heure, assez connue. Historiquement, les débats écolos, c'était entre les politiques et les ONG écolos. Maintenant, entre les directions d'entreprise et leurs actionnaires, c'est le business qui a repris la main. Ça peut être plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, elle ne peut plus trop se cacher derrière. Enfin, c'est sa responsabilité. Il y a plein d'autres thèmes aujourd'hui dans l'entreprise, responsabilité sociale aussi, parité homme-femme, etc. On ne peut pas mettre tout au même niveau, mais on voit bien qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne respecte pas, non pas simplement ses propres engagements, mais juste ce qu'aujourd'hui le public juge acceptable. Ce que la société attend, quoi. Voilà. Ouais. Et l'engagement, ou l'investissement responsable prend de plus en plus de place. Je pense que je ne me trompe pas. Enfin, on peut plus aujourd'hui. Le Nasdaq aussi a pris des... La tech aussi, c'est pas le sujet des émissions, pas que, mais il y a plein d'autres sujets de responsabilité. Voilà, et c'est de plus en plus difficile de se cacher. On pensait que la tech c'était propre jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait c'était parmi les plus gros pollueurs de la planète avec leur data center, etc. Et eux aussi, on parle évidemment toujours, on a donné l'exemple du cimentier, du producteur de pétrole, mais les fermes de serveurs, ne sont pas très exemplaires. Ces sujets avancent parce qu'en tant que citoyen, on est tous en faveur de ça. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ce que je trouve assez frappant, c'est lorsque l'on parle avec les entreprises dans lesquelles on investit, on leur dit qui est concerné par ces sujets de responsabilité. Comme vous le dites, il y a le climat, mais il y a la parité homme-femme, il y a la gouvernance, il y a la gestion du capital humain, il y a la biodiversité, le recyclage, il y a énormément de sujets. Ils nous disent dans l'ordre, est-ce que c'est le régulateur? Est-ce que ce sont les investisseurs comme nous? Est-ce que ce sont les clients? Parce que ça, c'est une question que je pose. Et je dis à toutes les entreprises dans lesquelles j'investis, si vous vendez un petit peu plus cher, dans le cadre d'un appel d'offres, mais en expliquant que vous utilisez de l'énergie propre, que vous respectez, est-ce que ça passe? Ils me répondent tous, non, ça ne passe pas. Faut pas être naïf. Et les clients, finalement, c'est les derniers. Ceux qui payent en fait, c'est les derniers. Et il me dit dans l'ordre, ceux qui sont le plus concernés, ce sont les salariés d'entreprise. Qui eux, alors en plus les nouveaux salariés, c'est-à-dire, et ça c'est bien, les jeunes qui arrivent, il y a des boîtes dans lesquelles ils veulent plus aller bosser. Et en tout cas, c'est vraiment un critère de choix important aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai démarré. Et effectivement, les collaborateurs sont probablement les plus impliqués sur ces sujets. Et ensuite, il y a les investisseurs. Et ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'y mette. S'il n'y a que les investisseurs, que le régulateur, non, il faut que tout le monde ait cette prise de conscience. Et puis si les clients ne veulent pas payer plus cher, ce que je peux comprendre, parce que il faut que le régulateur soit là pour dire maintenant, les normes dans tel secteur, il faut produire de telle manière, et tout le monde sera au même niveau. C'est vrai ce que vous dites. Moi, je peux donner l'exemple d'une boîte dont je ne citerai pas le nom, mais boîte du CAC 40 renommée qui fait son stage d'intégration, pas stage d'intégration, week-end d'intégration de tous les nouveaux jeunes diplômés au Maroc. Et il y en a la moitié qui sont pas allés et qui se sont barrés.
en disant c'est pas notre façon de voir les choses. On n'a pas besoin d'aller au Maroc pour être mieux intégré dans la boîte. Enfin, c'est un détail, mais je pense que le problème, c'était pas le Maroc, c'était le fait d'aller au Maroc. D'aller au Maroc, d'aller en avion. De déplacer, je sais pas combien de centaines de personnes un week-end au Maroc. Vous voyez l'empreinte carbone du truc, quoi. Et je pense qu'il y a effectivement parmi les, mais ça rejoint aussi toute une évolution des mentalités chez les jeunes diplômés. On voit qu'aujourd'hui le rêve, c'est plus d'être dans une très grosse organisation quelque part et d'exister à peine, mais plutôt de créer sa boîte. Aujourd'hui, le rêve d'entrepreneuriat, il est bien là dans les jeunes générations. Puis surtout, une fois qu'on est dans ces startups, dans ces jeunes structures, c'est de faire le bien. Enfin, alors on le fait plus ou moins bien. On a parfois des bonnes intentions, et puis parfois on fait le. C'est vrai que paradoxalement, il y a plus de bien à faire chez une entreprise qui, entre guillemets, fait le mal. Il ne s'agit pas qui est extrêmement polluante, parce que c'est là où est l'enjeu. Alors que c'est ça qui est compliqué, parce que de fait, les gens malins qui ont envie de faire des trucs, c'est chez Total qu'il y a du boulot. C'est dans les secteurs. C'est pareil pour les investisseurs, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On prend sa voiture. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Même si c'est une Tesla, d'où vient l'électricité. Qui est mieux placé pour, par rapport à une grande boîte, placer le curseur jusqu'où? Parce que vous dites, je reviens à votre négatif, qui est il faut aller un petit peu plus loin. Votre négatif mais constructif, vous nous avez expliqué. Ça reste quand même le conseil d'administration et le dirigeant soumis à des inputs différents, l'input des investisseurs, des clients, etc. De dire je peux aller jusque-là, mais si je vais au-delà, je risque de mettre quand même en péril la boîte. Encore une fois, si on prend l'exemple de Total, je fais du pétrole, donc je ne vais quand même pas arrêter du jour au lendemain, parce que sinon je flingue la boîte. Ce qui se passe, c'est finalement, ceux qui ont le dernier mot, c'est quand même les actionnaires. Donc quand l'actionnaire dit aller plus loin, je pense que c'est un signal assez fort. Et ce que l'on voit, c'est que Total continue à produire du pétrole. Ils n'en ont jamais autant produit. Et ils sont arrivés avec tout un tas d'efforts. Et ça, franchement, c'est tellement facile de le dire en 3 minutes comme ça, mais c'est un travail colossal. Et je pense que Patrick Pouyanné, il a vraiment fait du bon boulot là-dessus. Le point mort de Total, qui était à 40 ou 45 $, point mort cash flow, avec paiement du dividende, c'était 45 $ il y a 5 ans. C'est rien, 5 ans à l'échelle d'un. Aujourd'hui, c'est 25 $. Donc, il y a aussi, mon point est de dire, on peut faire cette transition tout en restant une entreprise rentable. Parce que je veux quand même peut-être aussi rassurer mes investisseurs. Nous, si on fait tout ça depuis 20 ans, on n'est pas une ONG chez Sycomore, on ne va pas sauver la planète, on n'est pas complètement fou. On est convaincu que les entreprises qui prennent ces sujets de manière sérieuse, c'est pas de publier le rapport annuel en papier recyclé, mais vraiment d'adapter le modèle économique à ces nouveaux enjeux, c'est là qu'il y aura de la croissance. Parce qu'on parle d'hydrogène, et là, le régulateur a un rôle à jouer. Donc ce que l'on pense, c'est qu'il faut faire cette transition, et c'est très compliqué à un rythme acceptable. On ne peut pas tout basculer en 3 ou 5 ans chez un pétrolier, mais on peut faire cette évolution avec des sociétés qui demeurent rentables, et il y a plein d'exemples. On prend un Air Liquide en parlant d'hydrogène. Donc les sociétés qui comprennent, qui saisissent ces enjeux, peuvent être et doivent être des sociétés rentables, et je dirais même qu'à long terme, elles seront plus rentables, parce que c'est là qu'il y a de la croissance. Et est-ce que, dernier point temporaire sur ce sujet, l'argent au sens des nouveaux investissements ne va pas peut-être trop uniquement aux ceux qui démarrent from scratch, qui sont vierges de toute pollution, etc. On voit on le voit dans les valos, c'est-à-dire que dans les valos aux États-Unis, alors surtout, parce qu'en France il y a plus d'entreprises cotées, mais effectivement vous avez hydrogène dans votre nom de boîte, vous valez déjà 10 milliards. Si vous avez un peu de chiffre d'affaires en plus, là vous valez 50 milliards. Enfin, je caricature. C'est ça en fait. Le risque il est là aussi. Une rupture technologique. Effectivement, la société d'énergie verte 100% éolienne, elle n'a pas le même ratio qu'un pétrolier. Alors, est-ce que ça va trop loin? Je dirais dans certains cas, oui, il faut dire les choses. Nous, on a un fonds sur la transition énergétique qui s'appelle Éco-Solutions. On investit dans des pure players, mais on a réduit en fin d'année dernière cette poche. Parce que c'est trop cher. Pas parce que c'est bien pour la planète qu'on va acheter à n'importe quel prix. Et il y a effectivement... Mais c'est un petit peu comme à l'époque de l'Internet, il y a 20 ans, quand il y a eu la bulle. C'est aussi, je dirais bien, qu'il y ait de l'argent qui s'investisse dans ces nouveaux métiers. Mais c'est vrai que tout ne sera pas rentable. En particulier sur ces acteurs verts et 100% verts, il y aura de la casse. Gilles, l'enjeu pour un Total... il faut faire attention. Gilles, l'enjeu pour un Total, c'est d'éviter d'être le Kodak de la transition énergétique. C'est-à-dire que la boîte qui a un passé, qui a un passé qui est plus dans le coup et qui a du mal à basculer. Kodak, la bonne comparaison, mais ça, je suis assez d'accord avec Émeric. Je pense qu'il y a on voit les groupes pétroliers européens
notamment Total, qui s'est emparé du problème, même si c'est intéressant de voir qu'ils s'emparent du problème, qui développent qui semble-t-il sont plutôt exemplaires, vous nous disiez, par rapport aux pétroliers américains. Et par rapport à un ConocoPhillips qui reste abominable. Enfin, les Américains, ils restent abominables. Ils vont forer au Nebraska et tout va bien. Et eux, on verra dans 10 ans, ou peut-être même avant, je ne sais pas quel sera le cycle, s'ils sont encore là, mais les sanctions peuvent tomber assez lourdement, et surtout avec une administration Biden qui a quand même dit, en tout cas, qu'ils allaient changer les choses. Et là, c'est pas juste Biden qui décide, c'est aussi l'aile gauche de démocrates qui est quand même qui le pousse beaucoup pour ces réformes-là, notamment sur le climat. Et moi, j'ai l'impression quand même que la réglementation précède quand même les rares sont les entreprises à faire beaucoup mieux que ce qu'on leur demande, juste pour être 100% clean. En général, on s'aligne quand même sur la c'est ce que vous faites avec votre vote à l'Assemblée générale de Total. Allez, on marque une courte pause. Restez avec nous si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants. On va s'intéresser aux bienfaits ou aux méfaits des ventes à découvert en bourse. On se retrouve dans l'été Smart. Merci de rester avec nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser à la vente à découvert. Etelsen en bourse, on en parle à l'occasion de la petite affaire Solution 30. Regardez, c'était en fin de semaine dernière, ou peut-être hier, dans le Figaro. L'affaire Solution 30 secoue la bourse de Paris. Le marché assiste à une bataille menée par des vendeurs à découvert qui accusent la société, rien que ça, de lien avec la mafia. Solution 30, c'est une grosse PME. Enfin, c'est grosse, je crois que c'est 7000 salariés, c'est pas rien. Sous-traitant pour la pose de fibres optiques, la pose de compteurs électriques, notamment Linky chez nous. Une entreprise qui a des chiffres plutôt flatteurs, qui arrive jusqu'à une capitalisation boursière d'1,5 milliard, qui à cette occasion a intégré, non pas le CAC 40, mais le SBF 120, qui est l'indice un petit peu plus large, mais qui est quand même constitué d'entreprises sérieuses. Et puis il y a une affaire depuis un certain nombre de mois. Ça a commencé par un rapport anonyme. Déjà ça donne le ton du sujet. Ensuite des fonds, notamment un fonds américain spécialisé dans la vente à découvert qui s'appelle Muddy Waters, au trouble. Déjà ça veut tout dire aussi, qui a officialisé le fait qu'il était vendeur sur cette entreprise parce que les chiffres étaient trop bizarres, qu'il y avait des accusations. Donc c'est le fonds qui accuse avec des accusations de malversation financière. J'avance rapidement. Il y a 10 jours, suspension de la cotation. L'entreprise dit, oula, on a un sujet, suspension de la cotation. Et donc, ce week-end, le commissaire aux comptes, EY, Ernst & Young, a annoncé qu'il était incapable de certifier les comptes. Alors, c'est pas une non-certification, c'est pas une certification avec réserve, c'est voilà. Et donc, résultat des courses, la cotation a repris hier. Titre dans les Échos ce matin, petite Solution 30 plonge à sa reprise de cotation, moins 70% hier. En gros, l'action elle valait 10 €, elle valait 3 hier, et ça s'est poursuivi aujourd'hui. Regardez le petit graphe, voilà, suite de l'épisode. Que se passe-t-il le jour d'après? Certains attendaient un rebond technique, et bien c'est raté. Le couteau continue de tomber. Au moment où on enregistre cette émission, la baisse était encore environ 8%, autour de 2,80 €. Alors, je ne vais pas vous demander si les comptes de Solution 30 sont bidons ou pas, parce que ça, on ne le sait pas. Il y aura sûrement plein d'enquêtes. En revanche, il y a une affaire qui pose pas mal de questions, notamment celle de la vente à découvert. Donc, je vends une action que je n'ai pas, je l'emprunte pour la vendre, et puis je la rachèterai plus bas. C'est, voilà, plutôt que spéculer à la hausse, je spécule à la baisse. Ça existe depuis très longtemps. Il y a des fonds spécialisés là-dedans, et puis il y a des fonds non spécialisés là-dedans qui peuvent le faire. Vous disiez avant l'émission que ça peut vous arriver à vous-même, Sycomore Asset Management. Les promoteurs de ça disent que c'est facteur de fluidité sur les marchés, ça donne de la liquidité, il y a des gens dans tous les sens, voilà, c'est ça la bourse, voilà, il faut... Est-ce que, c'est pas un petit peu malsain la spéculation à la baisse malgré tout pour lancer le débat? Je réponds de manière très claire. La réponse, selon moi, c'est non. La bourse, c'est quoi? C'est acheter une action en pensant qu'elle est sous-évaluée parce que l'entreprise va se développer, qu'il y a des projets, etc. Je connais personne qui achète une action parce qu'il pense qu'elle est surévaluée. Donc ça veut bien dire que quand on prend une décision d'investissement, ça veut dire qu'on voit le prix de l'action et qu'on a une idée dont on pense de ce que ça peut valoir à 5 ou 10 ans. On sait tous que la bourse, je suis convaincu que la bourse à long terme a beaucoup de bon sens, mais qu'à court terme, elle est complètement folle. Ça ne veut rien dire. Et donc, à tout moment,
et c'est depuis que les marchés financiers existent, et même avant avec la bulle sur les tulipes en Hollande, où avec 2 plants de tulipes, vous pouviez acheter une maison, en gros. Et il y a des actions massivement sous-évaluées et des actions massivement surévaluées. Ça a toujours été le cas. Et donc, quand on est un investisseur professionnel, le fait d'acheter une action sous-évaluée, ça choque personne, mais le fait de vendre une action surévaluée, ça ne me choque pas. Donc ça, en soi, je pense qu'interdire cette pratique... Alors après, en période de crise, des aberrations quand un secteur, ça par exemple, le régulateur dans la crise de 2008 avait interdit de shorter les banques, ça s'est fait aussi dans la crise de l'euro auprès des établissements financiers espagnols pour éviter, je dirais, de la spéculation massive sur des thèmes fragilisés. Ça oui, je pense qu'il faut dans certains moments interdire sur certains secteurs fragilisés ou dans des périodes exceptionnelles. C'est le rôle des régulateurs exactement, le régulateur boursier de dire on ne peut pas emprunter, et je dis shorter, ça veut dire vendre à découvert ces titres-là. Mais sinon, ça fait partie d'un marché, je dirais, qui respire et qui est liquide. Le problème, donc, pour moi, c'est pas la vente à découvert. Le problème, et ça c'est un problème très grave, c'est un problème de manipulation de cours. Vous citiez Muddy Waters. Alors, je ne parlerai pas de solution 30, même si ça me paraît un petit peu étrange, tout ça. Et je trouve, en tout cas, que quand il y a autant de doutes... que le EY qui refuse de signer, peut-être il a des raisons, mais il faut pas laisser la société cotée dans ces moments-là. Et en même temps, après 10 jours de non-cotation, c'était un quasi-record à la Bourse de Paris. Oui, mais c'est pas très grave. Si ça dure 2 ou 3 mois, dans le non-coté, on investit à 5 ans. Vous préférez ça? Oui, je préfère que les choses soient claires. Alors, bon, après, j'ai mon avis. Je pense pas que c'est une fraude, mais bon, c'est vrai que dans ce type de situation, il y a énormément de nervosité parce que des scandales et des fraudes, il y en a eu beaucoup. On se souvient de WorldCom et d'Enron il y a une vingtaine d'années. Ensuite, il y a eu Ahold, il y a eu Parmalat. Plus récemment, il y a eu Wirecard, l'an dernier. Donc, dès qu'il y a des rumeurs, des inquiétudes sur la sincérité des comptes, c'est une catastrophe. Je vais citer EY. Alors, sans en tout cas prononcer sur cette affaire, parce que c'est compliqué et je n'ai pas d'infos particulières, je me dis, les manipulations de cours, ça pose un vrai problème. Parce que Muddy Waters est assez coutumier du fait. Je ne suis pas anti-hedge fund, on a des fonds long short, mais je suis archi contre des personnes qui envoient des rapports qui sont dans certains cas pas tout à fait exacts, mais qui sont des rapports à charge pour faire baisser le titre, faire de la pub. Et ça, c'est scandaleux, parce qu'on s'attaque à des entreprises. Ça a été le cas contre Casino, il y a quelques années, avec Muddy Waters. Et là encore, je suis 100% libéral dans mon approche, et il faut que le marché soit libre. Mais ça, c'est de l'ordre du délit, c'est-à-dire raconter des bêtises, des choses inexactes, pour faire baisser un titre, et puis le racheter sans rien dire à personne, et puis après on a pris son profit. Donc ça, c'est inacceptable, et le régulateur doit faire très attention, je pense, et mettre des règles. Il y a beaucoup de règles, et c'est normal sur les marchés cotés, pour ces spéculateurs ou ces fonds qui balancent un peu n'importe quoi pour faire baisser les titres. Après, et ça, c'est le problème. Donc le problème, c'est la manipulation de cours, c'est pas l'autorisation de vendre à découvert. À ce stade, il n'est pas avéré que Muddy Waters a raconté des bêtises sur ce dossier. Je ne parlais pas de ce dossier, je parlais de dossiers précédents où ça a été le cas. Je voudrais juste citer EY, là, justement, dans cette non-certification des comptes. Nous n'avons pas pu, c'est limite incompréhensible, vous comprendrez, nous n'avons pas pu recueillir des éléments probants, suffisants et appropriés, justifiant la nature, la substance, la valeur et la conformité avec les lois et règlements de certaines transactions réalisées par le groupe, et déterminer si ces transactions ont été conclues avec des parties liées, y compris les membres de la direction. Le groupe n'a pas donné suite à nos demandes de machin, etc. Bref, encore une fois, c'est un sujet complexe. Vous citiez l'affaire Wirecard, Muddy Waters, donc, qui est le fonds impliqué dans cette affaire. Il s'est illustré avec cette affaire Wirecard, puisqu'il dénonçait Wirecard depuis bien longtemps, qui était une fintech ultra successful en Allemagne. Surtout le Financial Times qui s'est attaqué à juste titre. Oui, mais après, qui a poursuivi le truc. Et globalement, bon, il y avait un trou de 2 milliards chez Wirecard, alors que 3 mois avant, les dirigeants, ou 2 mois avant, les dirigeants disaient tout allait bien. L'autorité boursière allemande disait que tout allait bien. D'ailleurs, tout le monde a sauté l'autorité boursière allemande. Donc il y a quand même des cas, encore une fois, on ne présage pas du fond. Ça justifie la vente à découvert, c'est tout. Je pense qu'il y a... Est-ce que quand on vend à découvert, il faut le dire ou pas? Il faut le cacher? Parce que
En fait, le fait de vendre à découvert et de le dire, c'est quasiment, si je comprends bien, de la manipulation pour vous. Non, c'est pas de le dire, parce que quand on regarde... Ils disent on est vendeur à découvert, sous-entendu, on considère que c'est surévalué. Vous avez la liste des actionnaires. Et sur un Bloomberg, on a également la liste. Alors, c'est pas tout à fait précis, c'est pas mis à jour toutes les semaines, mais on a aussi la liste des actionnaires qui sont vendeurs à découvert. On voit les fonds qui sont... Donc, le fait de le dire... ça veut dire tout simplement qu'on considère que l'action est surévaluée. Quand nous, on ne s'exprime pas, on ne publie rien, mais à nos clients, on leur donne un reporting, évidemment. Quand on voit les 10 premières lignes d'un fonds et qu'on donne ça à nos clients, ce qui est évidemment normal, ça veut bien dire qu'on considère que l'action est sous-évaluée. On n'aurait pas. Donc le fait de le dire n'est pas gênant. Ce qui est gênant, encore une fois, c'est de diffuser des propos, je ne parle pas de solution 30, là encore, mais de diffuser des propos inexacts à charge pour instiller le doute. Et on sait que le marché marche avec le... Et en profiter derrière. Mais donc, la sanction, elle peut être qu'a posteriori. On ne peut pas empêcher... la boîte, elle est détruite, quoi. Oui, et donc, comme a dit Waters, c'est sa spécialité publique, ces rapports, ils sont publics. Je pense que là, très très rapidement, il faut... S'il y a des inexactitudes, les sanctions doivent arriver assez vite. Mais c'est vrai que le mal est fait, parce qu'il peut y avoir des milliers d'emplois, des entreprises qui sont complètement déstabilisées sur la base de fausses informations. Oui. Donc là, effectivement, j'aime pas critiquer le régulateur, mais je pense qu'il y a un travail à faire pour réguler et restreindre la parole de certains fonds activistes. Parce qu'après, s'exprimer sur une entreprise, c'est normal. Les analystes, tous les matins, ils publient une note à l'achat, à la vente, sur Air Liquide, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut dire des choses exactes. Oui. Sous-entendu, il faut que ceux qui effectivement disent c'est surévalué, qui font des critiques assez fortes, en tout cas qui suggèrent un certain nombre de malversations assez fortes dans ce cas précis. Encore une fois, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Si c'est pas avéré, mais en même temps, l'entreprise a aussi les moyens juridiques de se défendre et de réattaquer. On parlait d'un rapport anonyme. Donc, alors là, c'est encore pire. Au tout départ, au départ, c'est un rapport anonyme. Entre un rapport anonyme, une entreprise, rapport anonyme sur une société cotée, donc publique, ça démarre. Très bien. Alors on voit aussi qu'il y a des associations d'actionnaires. C'est l'exemple d'il y a quelques mois aux États-Unis, les Robinhood, là, qui a été allé, qui avait justement déjoué les plans de ceux qui vendaient à perte. Oui, alors ça c'était sur les réseaux effectivement, ou la GameStop, voilà notamment. Et on se dit, voilà, l'affaire GameStop, ça. Bon, quand on regarde ça dehors et puis que c'est pas notre argent, on se dit il y a quand même peut-être des. Il faut y avoir de la manipulation d'anonymes sur des réseaux aussi. Après, il faut aussi savoir quand on est entre guillemets professionnel que dans les vendeurs à découvert, il y en a beaucoup qui perdent beaucoup d'argent. Oui. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que quand on achète une action on l'achète de manière classique, on se trompe. C'est-à-dire que l'action baisse. Plus on se trompe, finalement plus la position diminue dans son portefeuille. Et donc, c'est pas très agréable, mais in fine, on perd sa mise, mais pas plus. Si on est vendeur à découvert d'une action et que ça représente 1% de son fonds, par exemple, l'action double, on a déjà perdu 1%, c'est-à-dire 100% de sa mise. Si elle triple, et à chaque fois qu'on a tort, ça coûte de plus en plus cher. Donc, je ne suis pas en train de défendre les vendeurs à découvert. Je suis en train de dire que c'est un métier qui est compliqué, c'est tout sauf simple. Et donc, encore une fois, ce qui importe, c'est de réguler la communication autour de ces... et les manipulations de cours. C'est ça qu'il faut vraiment, je pense, encadrer très sérieusement. C'est plus compliqué aujourd'hui, à l'heure des réseaux, des fake news, de tout ce qu'on veut. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est des fake news ou pas, on ne sait pas. Encore une fois... Parce qu'il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels, et heureusement, la régulation est extrêmement précise. C'est-à-dire que les cadres dirigeants ont vraiment des créneaux assez réduits pour acheter des titres de leur entreprise, ce qui est normal. Ils ne vont pas acheter 2 jours avant une publication qui est bonne. Donc tout ça est très encadré et c'est tout à fait normal. Mais sur cet aspect des ventes à découvert et des publications de rapports parfois pour dire pas tout à fait exact ou même carrément calomnieux, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Gilles, vous êtes journaliste dans une profession qui a émergé, une profession, c'est pas une profession, mais depuis, je sais pas, 10-15 ans, c'est les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est valorisé, parfois c'est même considéré comme des héros. Il y a des lanceurs d'alerte sur la matière de secret fiscal et les dossiers UBS, tout ça. Bon, là, on pourrait dire, je me fais provocateur, c'est des lanceurs d'alerte aussi, des gens qui disent attention.
non seulement c'est survalorisé, mais il y a malversation comptable. Vous devriez vraiment regarder. Bon, si c'est pas avéré, de fait, ils ont flingué la boîte. Non, mais on voit de tout. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Il y a 2-3 ans, pareil, il y avait un rapport anonyme qui circulait sur la gestion de Stéphane Richard à la tête de le patron d'Orange. Il y a un peu plus longtemps que ça, je pense. Et ce rapport, bon, on avait des doutes. Alors, c'est pas du tout. En l'occurrence, on parlait pas de. On était assez sûr que c'était pas spéculatif. C'était plus de la déstabilisation interne. C'est-à-dire qu'il y a des grandes boîtes où on sait, c'est avéré qu'il y a des clans, il y a des guerres de chefs, il y a des places à prendre, des coups à prendre aussi. Et de temps en temps, ce type d'informations peuvent faire mal, pas seulement au titre à une entreprise, mais déstabilise un état-major entièrement. Alors, vous avez raison. En plus, en même temps, se développent aussi beaucoup des techniques de plus en plus sophistiquées sur les réseaux sociaux. Une fois que la nouvelle est partie, c'est très difficile de la rattraper. Il y a des tests qui ont été faits là-dessus, des études où on dit, voilà, un tweet calomnieux sur une boîte ou une personnalité, c'est 100 000 retweets. Le démenti, c'est 3 retweets. Oui. Donc, une fois que la nouvelle est partie, une fois que le coup est parti, c'est ça qui est horrible. Et finalement, on rattrape difficilement, très rarement, les auteurs de oui, c'est à la fin qu'on voit, c'est-à-dire que le fonds vendeur, s'il s'avère qu'il a raison, il sera considéré comme un lanceur d'alerte, et sinon, c'est un manipulateur. Mais ça, c'est à la fin qu'on le sait, non uniquement. Donc après, quand des choses écrites sont inexactes et c'est démenti point par point par une société ou ses avocats, les choses sont claires. Oui. Mais là, quand c'est souvent, ça prend du temps. C'est ça le problème, c'est que ça prend du temps parce que on le voit avec l'affaire Solution 30, quand il y a un auditeur qui dit qu'il ne certifie pas, je ne pense pas qu'on aura une réponse demain matin. Donc c'est... À suivre, on essaiera de voir s'il y a une suite. En attendant, il valait mieux pas être actionnaire. Il vous le dit, il a perdu. C'est-à-dire je crois qu'ils sont vendeurs depuis que l'action était une année et demie. Je crois que l'action était à 10-12, elle est montée à 20. Donc ils avaient tout perdu sur leur ligne, effectivement. Et maintenant, elle est à 3. Donc s'ils ont gardé la ligne, globalement... Ça, on ne sait jamais ce qu'ils font. Par définition, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on sait pareil. Il y a ce qu'ils font. C'est pareil, on sait après, mais la transparence n'est pas absolument complète. Il nous reste 5 minutes, comme chaque soir. Pour terminer, on va balayer 2-3 autres actualités. C'est l'after. On va parler du prix unique du livre, le retour. Ça, c'est il y a 40 ans. Le prix unique du livre, c'était la loi Lang. C'était au début des années 80. Emmanuel Macron remet le prix unique du livre à l'ordre du jour en déplacement fin de semaine dernière. Il a été à la rescousse, nous dit Les Échos, des libraires indépendants en voulant mettre fin à la distorsion de concurrence supposée entre les géants du e-commerce et les libraires indépendants qui n'ont pas les moyens d'offrir les frais de livraison. En résumé, un libraire indépendant qui veut envoyer le livre par la poste, il faut qu'il paye la poste, donc ça va lui coûter 5-6 € pour envoyer un livre, alors que le géant du e-commerce, comme dit Les Échos, il ne va pas faire payer la livraison, alors il va la faire payer parce qu'il est obligé, mais 1 centime, c'est ce que fait Amazon, c'est ce que fait la Fnac, ce que font tous les géants. Donc rupture de concurrence, il a raison d'aller jusque-là, le chef de l'État, pour sauver les libraires indépendants. Oui, 10 fois oui. C'est vrai que le prix unique du livre, ça date de 1981, c'est tout début de Mitterrand. Franchement, en général, j'aime pas trop la régulation. Et il faut regarder un petit peu le poids économique du livre par rapport à son poids culturel et je dirais intellectuel. Et franchement, Amazon, j'adore. C'est un groupe formidable. Et c'est super. Et non, mais pas qu'Amazon, la Fnac fait pareil. Oui, la Fnac fait pareil. Donc c'est pas du tout dire, c'est pas les petits libraires contre Amazon. Mais franchement, il y a une distorsion de concurrence évidente. Amazon facture 1 centime. Et puis, vu les plusieurs centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, si elle décide de subventionner le livre en faisant payer 1 centime la livraison, alors je crois que le prix moyen pour ce que vous venez de dire pour un libraire indépendant, c'est 6,50 €. On ne peut pas s'en sortir. Donc je pense qu'il y a des moments, il faut raisonner aussi, je dirais, un peu pour avec un prisme culturel. Bon, après, c'est peut-être parce que j'aime bien aller dans les librairies et je parle pour moi, mais je trouve que c'est important, en particulier dans un pays comme le nôtre, où on a cette tradition littéraire, en l'occurrence, faire remettre les pendules à l'heure et aider effectivement les libraires. Oui, mais la librairie, il a la librairie. Avant, la différence, c'était qu'il y avait une librairie
économique, ça n'a aucune incidence, parce que, désolé pour les libraires, mais c'est pas un secteur qui pèse lourd en France, mais le poids, je dirais, culturel, intellectuel est significatif et mérite d'être soutenu. Je ne suis pas du tout d'accord. Gilles. C'est bien, il faut ne pas être... Enfin, en tout cas, c'est le principe du débat. C'est pas le même business. Enfin, Amazon n'a pas du business, Amazon n'a pas de point de vente. C'est pas Amazon, son modèle de distribution, c'est la livraison. Et de toute façon, je crois que je l'avais déjà dit ici, mais dès que Amazon a le dos large, dès qu'on veut se faire une petite popularité à bon compte, on tape sur Amazon. Non, c'est pour ça que je dis que la Fnac fait pareil. J'insiste. Effectivement, c'est pas. Mais quand même, c'est bien Amazon. C'est pas pour ça que c'est bien. Non, mais je veux dire, c'est pas un truc Amazon. C'est un truc e-commerce versus vous avez besoin d'un bouquin dans les 24 heures. En langue anglaise, par exemple, ou vous en avez besoin de la semaine suivante. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir besoin d'un bouquin dans les 24 heures. Alors, je peux me le faire livrer par le service de presse de la maison d'édition, mais je peux aussi l'acheter. Je trouve que c'est bien aussi de soutenir. Voilà. Mais donc, je pense que c'est très bien de l'acheter, mais on peut l'acheter avec un vrai prix de livraison. C'est mon seul point. Mais je vois pas ce que ça change. C'est pas les libraires se font pas de toute façon, et c'est pas leur boulot de livrer des livres. Et je pense que les libraires indépendants en France, aux États-Unis, peuvent remercier Amazon parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, le nombre de librairies indépendantes aux États-Unis repart à la hausse déjà depuis plusieurs années, parce qu'ils ont détruit toutes les grandes surfaces de livres qui vendaient les bouquins à pas cher, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de prix unique du livre, donc ils vendaient tout immédiatement. Oui, en Amérique, c'est les grandes chaînes, les Barnes & Noble, etc. Oui, voilà. mais en France, c'est Amazon qui a démoli la Fnac, parce que effectivement, ils étaient exactement sur le même En France, on n'en est pas encore là, au redémarrage des librairies indépendantes. Après, c'est difficile de juger avec l'histoire de la crise du Covid, mais je pense que les libraires ont été beaucoup aidés. Moi, j'ai quand même entendu un professionnel du livre, de la librairie, dire « Ah ouais, mais si on rouvre les cinémas, les gens vont lire moins de bouquins. » Donc, on s'en sort plus. Si on se dit « On ne va pas rouvrir les cinémas pour sauver le livre en France », allons-y. Enfin, prenons des mesures aussi absurdes que celles de dire... D'ailleurs, ils ne vont jamais le faire, parce que je pense qu'il y a d'autres gouvernements qui avaient essayé de le faire avant. Et je pense que ça ne passe pas de toute façon là-bas. Je crois que dans tous les cas, il y a un impact absolument minime. Je comprends pas absolument bien marginal. En quoi faire facturer le prix de livraison va être négatif pour Amazon ou pour les libraires. C'est pas le même prix du livre. Ça n'empêchera pas les Français de lire. C'est pas une barrière à l'entrée. C'est pas. Il y a des sujets. Personnellement, je crois que dans les deux cas, ça changera pas grand-chose. Mais par contre, ça permettra aux éventuellement dans le symbole. Après, effectivement, plutôt la question c'est qui. Oui, alors si faire payer le. C'est pas. De toute façon, le business d'Amazon, c'est de faire passer. Parce que le poids du secteur est faible. Les libraires indépendants en France. Oui, c'est bien pour ça que je dis c'est purement démago et de dire voilà, on va taper sur Amazon, même si on le dit qu'on va le faire, mais on ne va pas vraiment le faire derrière. Parce qu'on tient aussi à Amazon, qui crée quand même quelques... Non, mais en fait, je pense que là, il s'agit de temps en temps de raisonner uniquement en termes économiques. Un musée, probablement, c'est déficitaire. Pour autant, est-ce qu'il faut les fermer ? Je pense que non. C'est pas pareil. Et une petite librairie indépendante a un rôle au-delà de sa fonction économique. L'édition, c'est le secteur qui a quasiment le mieux résisté en 2020. Et puis l'édition, mais pas les libraires. Non, pas les libraires, parce qu'ils ont été fermés. Très rapidement, est-ce qu'il faut se réjouir que Bernard Arnault soit à touche-touche là, avec Jeff Bezos, selon les jours, selon les heures, selon le cours de bourse. Hier, il a été quelques heures l'homme le plus riche du monde, en fonction de... Parce que LVMH a touché un nouveau record autour de 640 €. La boîte vaut plus de 320 milliards. Je pense qu'on en parle plus nous que lui, parce que le cours de bourse, il bouge tous les jours. Donc je pense qu'il a non, mais comme il y a des sites qui mettent en temps réel la fortune des uns et des autres... LVMH a dû atteindre un niveau avec sa participation. Oui. Bon, c'est un peu un épisode. Gilles Fontaine, vous n'avez pas le droit de commenter, puisque c'est votre actionnaire maintenant. C'est mon nouvel actionnaire. Mais dire que du bien. Non, ce qui est intéressant... D'abord, je crois que c'est pas... Il me semble que il y a 18 juste mois, après son divorce, Jeff Bezos était passé en dessous, et puis après Amazon a tellement progressé qu'il est revenu. Voilà. Mais donc on est d'accord que c'est en fonction du cours de bourse, c'est pas de l'argent qu'il a à la banque qu'il a investi. C'est totalement virtuel. Mais c'est un peu plus que virtuel quand même. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans le classement des grandes fortunes mondiales aujourd'hui, alors je vous invite aussi à patienter quelques semaines en attendant. Bientôt à Challenge, je reviendrai nous en parler. Les grandes fortunes de Challenge, mais au niveau mondial, on voit que les Européens finalement n'ont pas complètement disparu. C'est une bonne nouvelle. Certains et ceux qui se portent le mieux aujourd'hui, c'est les grandes fortunes françaises. Voilà. Bon, écoutez, il y a un secteur d'excellence qui est le luxe, qui est mondial et qui est dominé, et tant mieux, par les entreprises. Cocorico, voilà. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne soirée.